souviens d'un mec qui s'appelle Xavier Damalmaison. Serpent, caché, les spirales dans les serpents. Non, dans le fond des aquariums à Saint-Caro. C'est quoi, je monte pas dedans. Ouais. La médiathèque Valais de Saint-Maurice a le grand plaisir, cher public, de vous accueillir en ce début d'année et de vous souhaiter, il est encore temps, le meilleur pour l'an nouveau. Début d'une nouvelle saison littéraire, ma joie est donc grande ce mardi 17 janvier de vous revoir et de vous recevoir avec une belle personnalité. Michel Simonet, je vous souhaite au nom de tous la bienvenue à Saint-Maurice et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Né en 1961 à Zurich, Michel Simonet, vous passez votre enfance à Morat, puis à Fribourg. Votre diplôme commercial obtenu au Collège Saint-Michel en poche, vous entreprenez des études de théologie. D'abord comptable dans une station de radio, vous décidez en 1986 de devenir cantonnier pour la ville de Fribourg et vous ornez votre charrette d'une rose. Dès lors, nouveau Joachim du ballet, vous écrirez ces vers. Heureux qui, balayeur, fait d'utiles voyages, de trottoir en trottoir et rose pour toison, et qui a peu besoin de monter en avion pour saisir au global le monde et son usage. Plutôt l'observation que le kilométrage, plutôt s'imprégner de routinière vision et transformer ma rue en lointain horizon, tenant pour familier toute race et tout âge. Près de 37 ans plus tard, époux et père de 7 enfants, auteur de 2 ouvrages, Une rose et un ballet publiés en 2015 et Un couple et 7 couffins parus en 2021 tous deux aux éditions Fin de siècle, à la question posée « Qu'avez-vous fait pour avoir mené à bon port pareille expédition ?» vous répondez « Rien de spécial, surtout rien de spécial » et vous ajoutez « Le cadeau de la grâce, joint à une énergie d'investissement durable, sans fluctuation majeure, aura autorisé cette actuelle harmonie alors que nous sommes loin de remporter la coupe des couples. Elle est pleine de jours d'anicroche où le chiffre 2 peinait à faire un nous. » Propos qui sonnent en tonalité proche à cet aveu de Gustave Roux dans Rhapsodie. Une vie tient peut-être tout entière dans 1 ou 2 accords rayonnant sans fin leur musique au sein du vide. Je me retourne. Un dernier coup d'œil à la rue propre en ordre, comme on dit chez nous. Rue propre en ordre à la même heure depuis de nombreuses années. Propre en ordre pour peu de temps, il est vrai. Rue parcourue au pas et à l'huile de coude. Parcours de vie, je me retourne. De ce parcours, écrire le quotidien, en traduire le vu, le fait, l'entendu, le pensé, l'expérience du dehors et du dedans. Ainsi faites-vous paraître en 2015 Une rose et un ballet, témoignage plein d'humour et de respect pour un métier méconnu, celui du balayeur. Avant d'aborder l'ouvrage plus précisément et avant de faire un petit peu le contour de Michel Simonet, je vous évoquez la rue et vous écrivez « On y croise toutes sortes de tempéraments et températures. Les personnes directes qui montrent une direction, les impulsifs qui disent tout sans filtre, puis s'excusent, se rétractent ou vont jusqu'à la rupture relationnelle. Les timides ou tacites, sensibles et sensés qui ne disent pas tout ce qu'ils pensent, mais jamais ce qu'ils ne pensent pas, et qui, si l'on est patient, sont une révélation. Les grandes gueules aux amygdales toutes bronzées, avec de ces voix à prendre le dessous et dont le volume est bien souvent inversement proportionnel au contenu. Les ventilateurs, bavards comme des pies qui ont des idées sur tout et surtout des idées. Les incontinents émotionnels, volcaniques, les tons monocordes glacés de sang-froid, les instruits qui parfois sont pédants et les ignorants qui t'apprennent pourtant, les toujours fâchés contre la colère qui ont eu la vie dure, qui trouvent qu'elle est maintenant trop facile pour les survivants et qui n'aiment pas le présent, les doux, les simples, rayons de soleil même quand il pleut. Vous, Michel Simonet, comment vous définissez-vous ? Merci Geneviève.
Parmi ces traits de caractère que je rencontre dans la rue, il y en a deux où je suis plus bienveillant que d'autres, parce que peut-être qu'ils me ressemblent. C'est que, voilà, les timides. Moi, je suis quelqu'un de plutôt timide, que la rue a passablement soigné. Je suis aussi quelqu'un que je qualifierais de doux, de calme, qui n'aime pas trop le conflit, qui est plutôt solitaire, et que la rue aussi a un peu ouvert. Je suis quelqu'un finalement d'assez observateur. Et la rue, en ce sens-là, a été vraiment pour moi un terrain d'exercice. Alors, l'idée de faire un livre n'est pas toute de vous. Vous qui confiez, des amis m'ont incité à faire le pas en me suggérant qu'il y a peut-être un petit livre orange à trouver et à partager, caché sous le tas de feuilles ou de déchets. Et pourtant, vous rajoutez, je sais en fait que j'écris toutes ces pages pour une seule raison, qui est de répondre une fois comme il convient à la question qui m'est toujours posée depuis mes débuts dans ce métier. Pourquoi mettez-vous une rose à votre charrette? Impossible pour moi, dès lors, de ne pas m'adresser au jardinier de cette rose et de lui poser cette même question. Michel Simonet, pourquoi mettez-vous une rose à votre charrette? J'ai commencé à balayer le 1er septembre 1986. Donc j'en suis à mon 37e hiver. Nous, on compte les années en hiver. C'est quand même la saison qu'il faut traverser. Et je pense que j'ai passé un premier hiver, un premier automne, un premier hiver avec ma charrette, mon char, mon balai, sans y ajouter quoi que ce soit. Et le printemps venant, et peut-être, je ne sais pas, la nature, l'instinct venant en moi avec mes yeux, je voyais ce char plein de déchets. Vous savez, un balayeur, il ne trouve pas les déchets plus beaux que les autres, plus beaux que les autres personnes. Nous, on trouve aussi que le déchet n'est pas terrible. Et puis, je me disais, bon, ce char, il lui manque quand même, faut le relooker. Faut mettre quelque chose de plus. Pour aussi montrer, après 6 mois, vraiment, j'aimais beaucoup ce travail, montrer que ce travail, il n'est pas si... il est dénigré, mais il vaut beaucoup plus que ce qu'on pense de lui. Et voilà, j'étais avec ce char devant un magasin de fleurs. Je suis rentré dans le magasin, j'ai osé entrer dans le magasin, aller chez la fleuriste et dire « Madame, est-ce que vous n'auriez pas une rose peut-être que vous ne pouvez plus vendre, mais qui est derrière, qui attend peut-être le compost, mais qui est encore peut-être jolie juste pour une journée ?» Alors elle m'a donné cette rose que j'ai mis à ma charrette et depuis, elle ne m'a plus quitté. Maintenant, j'ai des roses devant qui coûtent, je pense, à peu près 8 francs pour les piétons et pour moi, elle est gratuite tous les jours. Le fleuriste a changé, 17 ans chez un fleuriste et le fleuriste a vendu son magasin à un autre fleuriste, j'avais un peu peur. Il m'a dit on continue, on fait la même chose, on continue avec ça. Et finalement, voilà, j'ai toujours le même fleuriste qui m'offre cette rose que j'ai encore été chercher ce matin même. J'ai travaillé jusqu'à midi aujourd'hui. Et le soir, la rose? Alors, comme je vais souvent à vélo au travail à vélo, moi je me disais, tiens, je pourrais peut-être la ramener à la maison. Mais en fait, avec le vélo dans mon sac, elle arrivait toute fanée. Elle arrivait un petit en mauvais état. Donc je la laisse dans un grand verre de bière, comme ça, que je remplis d'eau. Et puis je la laisse. Et des fois même, elle me tient, peut-être des fois, je dis tous les jours, mais elle me tient des fois avec un temps pareil, quand il fait 0 degré, que ça gèle pas et c'est humide, elle me tient des fois 3-4 jours. Donc je vais vraiment chercher une rose quand j'en ai plus besoin, ou quand on me la vole, ce qui arrive de temps en temps malheureusement. Alors, évoquant avec beaucoup de respect votre métier, exercé avec beaucoup de conscience et d'amour pendant près de 30 ans, vous écrivez un travail nécessaire qui, comme tout ce qui est nécessaire, n'est jamais ridicule et encore moins méprisable, qui nous place face à la nature et aux individus en nous apprenant à acquérir l'intelligence des situations, la déontologie de la rue et ses comportements adéquats. Un travail solitaire, mais pas isolé, où il faut bien s'entendre avec soi-même, qui autorise la méditation, pourquoi pas le rêve, à ne pas confondre avec la distraction ou l'étourderie qui peuvent alors vous mener dans la lune, même si là-haut, il n'y a rien à balayer.
Vous avez en poche un diplôme commercial, vous avez étudié la théologie. Comment vous est venue l'envie d'exercer cette profession, certes, et à tort, décriée bien trop souvent? J'avais un grand-papa qui était cantonnier, papa de ma maman. Il était cantonnier dans un village, alors ça signifiait bien autre chose que le travail actuel que je pratique. C'était beaucoup faucher les talus, avec la pelle, enlever la boue des routes. Il n'y avait pas beaucoup de McDonald's et autre chose. Mais je ne pense pas que c'est par atavisme ou par tradition familiale que j'ai choisi le fait de devenir balayeur. En fait, mon papa, j'étais pas toujours bon à l'école, j'ai quand même fait un diplôme commercial, comme vous l'avez dit. J'étais parfois moyen, parfois bon. J'ai dû répéter des classes, 2 classes en tout cas, au collège Saint-Michel. Et mon papa me disait, il était furieux, une fois il m'avait dit « Mais si tu continues comme ça, tu vas finir balayeur ». Je crois que je ne suis pas le seul à avoir entendu ce genre de réflexion. Mais moi, je me disais, je voyais des fois un balayeur dans la rue, il était là avec son char, il était seul, il travaillait, il était au soleil, il était en plein air. Et puis moi, je me disais, mais finalement, balayeur, pourquoi finir balayeur? D'ailleurs, j'ai commencé balayeur, je dois dire, hein, je n'ai pas encore fini. Je trouvais que c'était bien comme métier, finalement, comme ça, en tant qu'enfant. Et après, quand j'ai fait de la théologie pendant 2 ans, il s'est trouvé que j'avais quitté mon emploi d'employé de commerce pour faire 2 ans de théologie. Je venais de me marier et 3 mois de vacances universitaires m'ont donné quand même l'envie de faire quelque chose et de faire bouillir la marmite d'une part et puis aussi de vouloir travailler dehors. Alors j'ai demandé à la ville, parce qu'ils engagent toujours encore maintenant des étudiants, peut-être un peu dans toutes les villes, hein, je pense en Valais c'est la même chose, on engage des étudiants pour remplacer les balayeurs titulaires qui prennent leurs vacances en été. Alors moi j'ai postulé, j'avais 24 ans, j'ai postulé pour devenir en fait, être étudiant et puis remplacer. Alors on m'a mis balayeur pendant 6 semaines, et c'est là que j'ai, disons, eu mon première histoire d'amour avec ce métier, parce que j'étais, en été, il faut dire aussi, j'ai commencé début juillet à remplacer un futur collègue qui partait en vacances. Donc j'ai pratiqué ce métier, j'ai pu voir de l'intérieur ce que ce métier signifiait, avec son côté, bien sûr, professionnel, de service public, d'utilité publique, et aussi le côté relationnel avec les piétons et les passants et les passantes qui étaient là. Donc voilà, après ce cursus étudiantin, j'ai repris ma 2e année de théologie, et à la fin de ces 2 années de théologie, je me disais, mais finalement, moi j'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien continuer à faire ce métier. Alors j'ai postulé, j'ai téléphoné d'abord, ils m'ont dit, oui, justement, ça tombe bien parce qu'on cherche du monde. J'ai postulé, j'ai été pris parce que j'étais le seul qui avait postulé Ils m'ont dit par après, on ne t'aurait pas pris sinon parce qu'on aurait un idéaliste. On aurait dit, mais c'est qui ce type? C'est quoi son problème en fait? Pourquoi il a un CFC, il a fait la théologie, il est employé de commerce et il veut faire balayeur? Donc c'était un peu bizarre de la part de mes chefs qui se sont dit, on préfère avoir quelqu'un de sérieux que quelqu'un qui va faire 6 mois et de toute façon on va s'en aller. Alors voilà, 37 ans que les 6 mois durent. Et j'ai été engagé et je suis maintenant le plus ancien et le plus vieux des balayeurs. Alors on s'étonne. De Fribourg. On s'étonne autour de vous. Lors de mes débuts professionnels, certains anciens camarades de classe qui m'apercevaient vêtus d'orange au milieu de la rue venaient à moi avec un air gêné ou même catastrophé et se demandaient en eux-mêmes, quand ils ne m'abordaient pas franchement, « Mais qu'est-ce que tu fous? Finir cantonnier? Je comprends pas, t'avais pourtant de bonnes notes, t'étais doué. » Attitude qui rappelle celle qui accueille les choix du berger écrivain Jean-Pierre Rochat. Jean-Pierre Rochat écrit « On m'avait dit, berger, c'est pas un métier, c'est pour les dadais. En dessous de tout, ça vient après paysan, éboueur, porcher, vacher. C'est un métier d'illettré, de saisonnier. » Si à tant d'arrogance, Jean-Pierre Rochat répond « Bon, et puis quoi ?» Vous, Michel Simonet, vous rétorquez par ce très bel éloge du travail. Il y a des métiers compliqués. Celui-ci est un métier appliqué.
Tels ces magnifiques dessins circulaires, éphémères et méditatifs, longuement et finement élaborés que sont les mandalas, où l'on se sait et se sent moment dans une totalité avec ces valeurs longues que sont la fidélité et le goût des choses bien faites, et qui résonnent en écho à cette leçon d'être de Pessoa, ce que tu fais, fais-le suprêmement. Qu'est-ce que ce métier vous a appris, Michel Simonet? Qu'est-ce qui a été le plus beau et le plus dur dans ce métier? Le plus beau et le plus dur, en fait, il y a deux choses qui ont à la fois été belles et dures. C'est déjà, d'une part, le climat. Oui. On peut passer une magnifique journée douce du matin au soir, avec des belles couleurs automnales, avec vraiment un plaisir à travailler sans bonnet, sans gants, de manière, sans non plus trop transpirer. Ça, c'est vraiment quelque chose de beau. Et le dur, c'est bien sûr l'hiver. C'est quand on se lève et qu'il fait moins 20. Et comme peut-être demain matin, j'ai pris congé normalement demain parce que je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer à Fribourg, mais ça va être 11h minuit. Mais ils m'ont dit, bon, quand il y a la neige, on est de toute façon réveillé. Donc on a notre téléphone à côté de chez nous, à côté de notre lit, et puis bon, on nous réveille à 4h du matin pour aller travailler. Donc je doute fort parce qu'à Fribourg, c'est blanc, hein. C'est pas comme ici. Et quand je suis parti, c'était la grosse tempête de neige, et je pense que demain matin, je vais devoir aller travailler un peu fatigué, un peu endormi encore, et puis avec, disons, des conditions difficiles de neige, de glissade et de sel à épandre, ce que je n'aime pas tellement. Donc voilà, ça. Et aussi les gens, on va dire, on peut faire de magnifiques rencontres dans la rue, et aussi à la fois des choses très dures. Moi, une fois, j'ai été témoin d'un meurtre, d'un coup de poing, d'un coup de couteau donné par un toxicomane à un autre toxicomane qui en est décédé. Et ça, ce sont des moments très difficiles. Et vous évoquiez la douceur, vous êtes parfois agressé, je veux dire verbalement, vous êtes parfois... Il n'y a jamais de colère face à ce que les gens laissent, salissent ou... Oui, quand il y a, disons, des fois il y a, on va dire, de la saleté normale, qu'on pourrait qualifier de normale. Il y a une fête, on sait qu'une fête génère, on sait que carnaval, par exemple, voilà, on sait qu'on va se retrouver le lundi matin ou le mercredi des cendres avec beaucoup de confettis à ramasser. Mais ça, c'est quelque chose de normal. Par contre, des fois, on sent qu'il y a une volonté peut-être un peu, je sais pas, inconsciente ou consciente, je sais pas, mais par exemple, de casser X bouteilles par terre. Et puis, puis le verre, c'est très dangereux déjà, aussi pour les animaux, pour les chiens qu'on promène, ou même pour des enfants qui peuvent une fois marcher, enfin en été surtout, des fois, des gens se promènent pieds nus. Et puis, on trouve des fois que c'est un peu exagéré. Mais sinon, moi, je ne suis pas très rarement, disons, en colère à cause vraiment d'une déprédation ou d'exagération. Alors, dans Un couple et 7 coups fins, publié en 2021 et qui présente votre famille, père prolétaire et intellectuel, mère au foyer et 7 enfants, ouvrage témoignage que nous aborderons tout à l'heure plus précisément, vous évoquez la difficulté d'écrire et vous confiez « balayer en plein, puis écrire sur le tas, détailler sans être lourd, élaguer jusqu'aux frontières de l'énigme en donnant sa langue au char », allier sueur et savoir, rudesse et érudition par les gestes élémentaires d'un travail extérieur qui offre à la pensée des horizons. Ces ressources insoupçonnées d'une fonction publique représentent un avantage naturel et compensatoire pour qui vit à l'ère du temps, en bordure de trottoirs et d'ordures, sans bénéficier des émulations que procure la fréquentation régulière d'un milieu littéraire. Dans Une rose et un balai, presque en écho, vous dites « Il était difficile, vu la nature de ce travail toujours pratiqué à l'air libre et les mains occupées, de fixer tout de suite sur le papier et de manière lisible ce qui m'avait marqué dans une journée et méritait d'être retenu. Une idée, une pensée, c'est comme une glace qui fond au soleil si on ne s'en empare pas rapidement pour la sauvegarder sur un quelconque support. » Comment s'est déroulée l'écriture de ce premier livre, Une rose et un balai? Alors, il a été suscité pendant bien des années par des personnes qui venaient me voir en me disant « Mais on sait que tu as fait des études, on sait que… »
même si j'avais jamais rien écrit, quoi que ce soit avant. Hein, c'est vraiment ma première écriture, mis à part des lettres de félicitations, de condoléances. Enfin, j'ai une très faible correspondance. Mais j'ai quasiment jamais rien écrit. Mais des gens venaient me voir et me disaient, mais tu vis tellement de choses dans la rue, il y a tellement d'anecdotes, tellement de choses qui se passent, tu devrais écrire un livre sur ces souvenirs que tu peux avoir de ce métier. Et ça faisait 29 ans que je pratiquais déjà ce métier. Et je me disais, oui, mais je me rendais aussi compte que d'écrire un livre, c'est pas comme écrire une page, c'est quelque chose qui demande beaucoup, un gros investissement. Et moi-même, je voulais aussi pas seulement écrire des souvenirs, mais aussi pouvoir révéler l'essence de ce métier, pouvoir montrer quel était peut-être le plaisir de pratiquer ce métier, quel en était l'intérieur. Et un jour, ma fille, moi j'écris très mal, hein, je suis quelqu'un qui se relit même difficilement parce que j'ai une mauvaise écriture. Et ma fille un jour me donne son vieux smartphone. Il me dit, papa, tiens, moi je sais pas quand, j'ai un nouveau smartphone, est-ce que tu le veux? Puis là, dans ce smartphone, il y a tout simplement, on peut pianoter, on peut noter sur les rubriques notes ou enregistrement vocal. Puis tout simplement, ce petit outil technologique, cette étincelle technologique, on va dire, m'a tout simplement un peu, me dit, bah tiens, voilà, je pourrais peut-être finalement écrire 2-3 phrases par-ci, par-là pendant que je travaille. Et puis finalement, j'ai commencé en fait à écrire ce livre rien que parce que j'avais reçu sur smartphone. C'est un peu étonnant, mais ça a été le début. Et puis petit à petit, bah voilà, il est arrivé que le soir, ben, j'ai commencé à pianoter sur mon ordinateur ce que j'avais plus ou moins pensé durant la journée. Ça a fait 1 page, 2 pages, 3, 4, une dizaine de pages. Et à un moment donné, je me suis dit, bon là maintenant, soit tu continues, soit ça ne sert à rien, tu arrêtes. Et j'ai continué, et je me suis pris au jeu. Et en 6 mois, j'ai écrit le premier ouvrage. Le soir? Le soir, matin. Les week-ends, Oui. Pendant les vacances. On ne m'a pas tellement vu pendant 6 mois. C'était aussi l'époque où mon cadet avait 16 ans, donc mes aînés avaient déjà, l'aîné avait quitté la maison, je crois déjà, donc j'étais déjà un peu plus libre de mes soirées. Mes enfants avaient moins besoin de moi, donc ça a aussi été une petite liberté que j'ai prise pour écrire. Mais quand même, j'étais, disons, absent un peu d'esprit. Pendant 6 mois. Mon épouse m'a dit, bon, d'accord, mais la prochaine fois, si tu écris un livre, je ne veux plus que ce soit comme ça. Hein. Alors, Fernando Pessoa, dans Le Gardeur de troupeau, confie humblement « Je pense et j'écris ainsi que les fleurs ont une couleur, mais avec moins de perfection dans ma façon de m'exprimer, parce qu'il me manque la simplicité divine d'être en entier l'extérieur de moi-même et rien de plus. Je regarde et je m'émeus, et ma poésie est naturelle comme le lever du vent. » Alors j'ai retrouvé chez vous un propos qui résonne parfaitement. Il y a certes des couleurs qui ne passent pas aisément de la rue à un livre, n'est pas Rabelais qui veut, mais j'aurais au moins essayé au sens où l'entendait mon homonyme Michel de Montaigne, un pêle-mêle où se confondent comme à plaisir les choses importantes et les futilités, les côtés vite surannés et l'éternel. Quel sens reconnaissez-vous à l'écriture après avoir écrit ces livres? Alors, quand on est écrivain, quand on a écrit un livre, on a d'abord le sens du lecteur. Pour moi, l'écriture, c'est toujours la révélation d'un auteur. Quand je lis un livre, je retrouve souvent l'auteur et j'ai l'impression de le connaître. Surtout, même pas forcément quand il parle de lui, mais par exemple, même une fiction, un auteur se livre aussi dans son livre. Et pour moi, c'est vraiment une révélation toujours pour moi de lire un livre. Et en tant qu'écrivain, je crois que pour moi, écrire, c'est une façon de bien parler. J'aime écrire parce que j'aime écrire. C'est toujours dur pour moi de me mettre à table, mais quand je me mets à table, alors quand les heures, je ne vois plus les heures passer. Puis pour moi, c'est une façon, disons, pour moi, de bien m'exprimer et de m'exprimer à fond.
Alors, vous évoquez la lecture, vous écrivez « Lire avec vénération des auteurs aussi classiques que magnifiques m'en aura davantage découragé qu'autorisé l'imitation. J'aurais attendu longtemps pour m'y mettre, ayant relégué aux oubliettes de la jeunesse les encouragements de Marc Savoie, l'un de mes premiers professeurs de littérature. » Aujourd'hui, vous avez d'autres projets d'écriture? Vous avez parlé du métier, vous avez parlé de la famille. Je dois dire que les projets d'écriture dépendent aussi justement du temps imparti, du temps que j'ai pour écrire. Parce que je dois aussi dire que le deuxième livre, justement, ma femme m'a dit « je veux plus que tu écrives pendant les vacances, pendant les week-ends et puis et le soir ». Alors j'ai eu cette chance de recevoir un prix, le prix Migros, le prix littéraire Migros 2020, qui m'a permis en fait de demander un mi-temps, un congé sabbatique, mais pas complet, mais j'ai demandé à travailler pendant 6 mois, parce que je ne voulais pas lâcher le travail quand même, de pouvoir travailler pendant 6 mois à mi-temps, c'est-à-dire je travaillais une semaine, j'écrivais une semaine, je travaillais une semaine, j'écrivais une semaine, et le temps imparti au travail, je le passais vraiment à l'écriture, c'est-à-dire 5 heures du matin, j'étais en staccanoviste à ma table d'écriture, et toute la journée, disons, j'écrivais, mais après le week-end, je passais le week-end à faire autre chose, et c'est comme ça que j'ai pu écrire un deuxième livre. Mais par contre, alors justement, pour le troisième livre, je ne pense pas que je vais recevoir un deuxième prix qui va me permettre, et il me reste encore 3 ans, vraiment j'aurai 3 ans et 1 mois de travail, et après là j'aurai la retraite, et je pense que je me mettrai quand même à essayer en tout cas d'écrire quelque chose encore, oui. Sylvain Tesson, dans l'éloge de l'énergie vagabonde, écrit « Les livres sont des barils de brut. En eux dort la pensée. Elle est contenue entre les feuilles comme les hydrocarbures entre les strates. Pour se libérer, la force des mots attend le raffinage de la lecture. » Vous, Michel Simonet, vous racontez comment s'est constituée votre bibliothèque et vous écrivez « C'était le temps où la récupération payait bien par le biais des consignes de 30 et de 50 centimes pour certaines bouteilles en plastique ou en verre. Le sens de l'écologie était alors encouragé par un intérêt pécuniaire non négligeable, les poubelles contenant quantité de récipients de ce genre. On pouvait, en période chaude surtout, se faire une bonne centaine de francs par mois. J'ai pour ma part utilisé ce pécule pour me constituer une bonne bibliothèque diversifiée et faite des ouvrages de cette belle mais coûteuse collection qu'est la Pléiade. À raison d'un livre par mois, preuve qu'on peut se recycler en littérature. Petit déjà, j'étais grand lecteur. Je saurais donc quoi faire lors de ma retraite. Balayeur et fier de l'être. Pouvez-vous évoquer une ou deux figures littéraires, personnages ou écrivains qui vous accompagnent encore aujourd'hui dans votre vie, avec qui vous aimeriez entamer une conversation, et puis peut-être le premier livre enfant que vous avez lu ou aimé? Là, je suis venu en train. J'ai un livre de la Pléiade, bien sûr, avec moi. Je relis pour la deuxième fois. C'est en 8 volumes. Il faut parfois sauter certaines pages moins intéressantes, mais je relis les mémoires de Saint-Simon. Et c'est pas parce que je m'appelle Simonet qu'il s'appelle Saint-Simon que j'ai beaucoup d'admiration pour cette personne, en tout cas pour son talent littéraire. C'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer, même si je ne sais pas trop s'il aurait daigné adresser la parole à un balayeur, car il était duc et pair de France et il était très très soucieux de son rang et de sa noblesse. Enfin, pour lui, il était dans un monde. Mais je trouve impressionnant de voir que cette personne qui a écrit ses mémoires à partir d'une 50aine d'années, il a écrit, je ne sais pas, 8000 pages, mais de manière extraordinaire. Et ces mémoires, maintenant, elles inspirent un balayeur. Sur le plan littéraire, il m'a beaucoup inspiré. Certains auteurs suisses comme Nicolas Bouvier, comme tout simplement même Maurice Chapa, m'ont aussi beaucoup plu et m'ont par leur style, je dirais, il y a peut-être un style helvétique qui est différent, peut-être, qui est peut-être plus abrupt et puis plus serré,
plus nu que le style français, mais c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Alors, à l'heure de la pause, vous quittez la rue et vous vous retrouvez au buffet de la gare avec les autres balayeurs du centre-ville. Ce café-restaurant où l'on mangeait bien et buvait encore mieux était pareil à une cour des miracles où l'un de ces miracles était une journée entière sans la visite des forces de l'ordre. Toxicomanes, clochards, personnages bagarreurs, noceurs qui terminaient la tournée des bistrots dans ce dernier et qui parfois s'y endormaient à table. Gens de passage qui se trompaient de classe, car le buffet de la gare première classe était tout autre chose, et restaient parfois tout de même ouvriers des cheminots de fer, habitants de la campagne, qui passaient par Fribourg, tout ce monde cohabitait tant bien que mal. Et vous ajoutez, nous formions à cette époque un groupe conséquent composé d'une petite trentaine de personnes réparties dans toute la ville. Sans ces moments, aurais-je écrit quelque chose ? Dans Crépuscule d'automne, le poète Julio Cortázar ose cette confidence. Maintenant, j'écris des oiseaux. Je ne les vois pas venir, ne les choisis pas. D'un coup, ils sont là, sont ceux-ci, une nuée de mots se posant un par un sur les fils de fer de la page, piaillant, picotant, pluie d'ailes, et moi sans pain à leur donner, les laissant seulement venir. Alors vous avez évoqué l'inspiration que vous donnent certains ouvrages. Ici, vous évoquez les conversations avec les collègues. Dans la solitude, est-ce que des fois l'idée vient ? Ou est-ce qu'il faut toujours une base, une rencontre ? Pas forcément. Depuis que j'ai écrit mon premier livre, je suis bien sûr en train de balayer la rue, des fois à des endroits très calmes, très, très solitaires. Je pars du centre-ville, puis maintenant, comme on n'est plus que 9, on a des énormes secteurs, on marche entre 15 et 20 km par jour. Et quand j'arrive en bout de ville, il y a des fois pas beaucoup de monde, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se passe. Donc j'ai des idées qui me viennent et je les note toujours. Et avant, même si je n'ai pas encore d'idées très précises sur ce que je voudrais écrire, je note toute phrase qui me paraît intéressante pour pouvoir un jour après peut-être la développer assis. Parce que quand même, le fait de marcher, de travailler, on doit quand même être concentré sur son travail, même si le fait de balayer la rue, ce n'est pas un métier qui demande une grande force intellectuelle, mais quand même, on doit quand même être là. Donc je trouve que le fait d'être assis des fois à sa table, ça nous permet de développer les pensées qu'on peut avoir comme ça dans la solitude. Alors, je suis obligée de rebondir parce que votre ouvrage respire, l'écriture évidemment, mais la poésie. Vous êtes totalement empreint de poète. Alors, je vous donne 2 exemples. Vous écrivez par exemple « Heureux qui vous écrivez « Heureux qui balayeur fait d'utile voyage, de trottoir en trottoir et rose pour toison ». Et vous pastichez évidemment du Belay « Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage » ou comme celui-ci qui connaît la toison. Vous écrivez « Ô vous, frères humains qui sur trottoir tombez, n'ayez comme la glace vos cœurs endurcis. » Et vous pastichez « Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis. » Que pensez-vous de la poésie? Qu'est-ce que vous... entre la prose, le récit, le roman et la poésie, qu'est-ce qui vous émeut le plus? Qu'est-ce que vous comprenez le mieux? La poésie. En fait, mon rapport à la poésie, c'est vrai, je vous dis, j'ai rien écrit. J'ai écrit beaucoup de poèmes quand j'avais 12-13 ans, j'ai commencé à cause d'un professeur de dessin, qui n'était pas du tout mon professeur de français. Je ne crois pas avoir laissé un souvenir impérissable à mes professeurs de français. Peut-être Marc Savoie, c'était un peu un cas spécial. Mais j'avais un professeur de dessin qui est en tout cas très connu, qui était peintre, mais il devait quand même pour vivre être professeur de dessin. Il n'aimait pas trop ça, je crois. Il s'embêtait un peu avec nous. Il s'appelait Armand Niquille. Peut-être, je ne sais pas s'il est connu en Valais, mais c'est un peintre en tout cas dont ces étoiles valent plusieurs dizaines de milliers de francs sur la place dans le canton de Fribourg. Et lui, il avait cette intuition géniale. Moi, j'étais très mauvais en dessin. Et parfois, comme c'était le chahut en classe, il donnait des punitions. Les punitions, c'était faire un dessin. Ou bien alors, on devait faire quand même des dessins. Et puis, si on faisait un mauvais dessin, il disait « écoute, fais un poème derrière le dessin et ça te remontera ta note ».
Et moi, c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé à faire des poèmes, à écrire des poèmes plutôt satiriques, qui avaient comme cible des camarades de classe qui redoutaient un peu le poème que j'allais lire. Mais disons, ça a été, finalement, c'est un professeur de dessin qui m'a initié qui m'a en tout cas encouragé à faire la poésie. Et comme ça faisait rire les camarades, je me disais, tiens, alors j'en ai fait quelques-uns. J'ai arrêté en fait à 17-18 ans de faire des poèmes qui devenaient plus romantiques, plus sentimentaux à cet âge-là. Et après, moi j'ai tout mis à la poubelle, je crois que j'en ai aucun qui est resté. Mais la poésie a été, disons, mon premier lien à la littérature. Dans le deuxième ouvrage, il est illustré de dessins de Pierre-Yves Gabiot, c'est juste? Voilà, oui, le deuxième ouvrage en édition française, parce que c'est un peu étonnant de la part d'un livre français qui doit se faire éditer doublement. Souvent les éditions, j'ai une édition allemande aussi, par exemple, ça c'est normal, mais fin de siècle, d'ailleurs une édition fondée par des Valaisans, pour ceux qui l'ignorent, hein, qui étaient étudiants à Fribourg, entre autres Simon Roth, le président de la médiathèque du Valais, a été un fondateur de fin de siècle, Charles Yvetot, qui encore maintenant est à Fribourg, mais qui vient des Valaisans de Saxon, je crois tous. Et puis, fin de siècle, c'était une toute petite édition qui disons, n'avait pas les moyens de se faire éditer, exporter à l'étranger. Ils avaient un contrat avec l'Office du livre de Suisse romande, donc qui lui interdisait de faire autre chose. Et en fait, heureusement, un éditeur français qui aime beaucoup le Valais, qui passait toutes ses vacances d'enfant à Evolène, venait une fois faire il y avait une exposition de livres anciens à Sion. Il vient, Simon Roth lui donne ce petit livre orange qui marche bien en Suisse romande. Lui le lit et dit, eh bien, il me plaît et si vous voulez, je l'édite en France. Alors il a édité le premier, Une rose et un balai, aux éditions Conférences en France. Et le deuxième, eh bien voilà, on lui a aussi donné le deuxième manuscrit, ça lui a aussi plu. Et comme c'est un ami, comme Pierre-Yves Gabiot, qui vient du Val-Ferret, est un ami de l'éditeur, donc il a été d'accord de faire des dessins. Alors vous avez évoqué les rencontres. J'aimerais maintenant prendre une page magnifique. Inutile pour vous de faire le tour du monde pour faire 1000 rencontres. Vous avez croisé les pas de Pépineau, célèbre sommelier retraité du boulevard de Pérolle, de Madame Cécile, généreuse gérante du kiosque, de la Dame aux pigeons, de Ruth de Berne et de tant d'autres. Parmi toutes ces rencontres, j'aimerais évoquer Marcel. Plus sérieusement, je pense aujourd'hui à une bonté aussi vraie que spontanée devenue leçon donnée. Ce n'était pas le plus beau ou le plus riche des présents, mais il m'enseigna l'importance de ce que l'on donne en rapport avec ce que l'on garde pour soi. L'offrande consistait en une seule pièce de 5 francs donnée par Marcel, un clochard bilingue émigré de Berne. Je le croisais tous les jours en fin d'après-midi, assis sur le même banc public. Je vois d'ailleurs, comme si c'était hier, mon Marcel se lever péniblement de sa place, faiblement éclairée par un candélabre délabré, afin de m'offrir son obole. Je refuse tout d'abord, car je sais qu'il manque de tout et vit de ce que les gens veulent bien lui laisser. Mais il insiste. « Tu as des enfants, moi pas. Et puis, tu ramasses mes bouteilles cassées. » Je me prépare à répliquer que je ne veux pas être payé 2 fois pour le même travail, quand la réflexion me vient. Cet homme reçoit toujours et peut rarement donner. Donner et recevoir sont 2 verbes qu'il faut équilibrer pour qu'un être humain reste debout. J'ai accepté la thune avant qu'il ne se rasseye. En 1942, la philosophe humaniste et résistante juive Simone Weil écrit au père Joseph-Marie Perrin des lettres dans lesquelles elle explicite son parcours spirituel, son rapport à l'Église et toute sa croyance en l'amour de Dieu. Dans l'une d'elles, elle écrit ceci. « La plénitude de l'amour du prochain, c'est simplement d'être capable de lui demander « Quel est ton tourment ?» C'est savoir que le malheureux existe non en tant que malheureux, mais en tant qu'homme. Pour cela, il est suffisant, mais indispensable, de savoir poser sur lui un certain regard. Quelles sont pour vous, Michel Simonet, les valeurs humaines, les valeurs
intellectuelle qu'il faut à tout prix sauver? Le philosophe Lévinas parle de la responsabilité pour autrui. Je crois que nous sommes tous une nature humaine et je pense que si le monde pourra continuer que lorsque nous sommes responsables les uns des autres, lorsque nous pouvons prendre soin les uns des autres et avoir ce lien entre tous, sentir qu'on est tous liés finalement par un même destin et qu'on soit riche, pauvre, intelligent ou moins, il y a ce lien. Et je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut garder. L'escargot, utile et peu rapide, près du sol et technicien de surface en son genre, devient l'animal emblématique et votre mascotte. L'évoquant, vous faites en effet, Michel Simonet, l'éloge de la lenteur et vous écrivez « Je remarque que la lenteur, qui n'est pour moi rien d'autre que le rythme fondamental de l'humanité, est devenue un luxe paradoxalement nécessaire et vital par les temps qui courent, qui nous entraînent plutôt qu'ils ne nous portent. On perd actuellement en teneur ce que l'on gagne en vitesse, et cette vitesse que l'on atteint semble actuellement beaucoup plus intéressante que la direction que l'on prend. » Ça m'a immédiatement ramené à l'urbaniste et philosophe Paul Virilio, qui publie en 1977 un essai « Vitesse et politique » et réfléchit à l'accélération du monde et à ses conséquences. Il écrit alors « La vitesse, c'est la vieillesse du monde. Emportés par sa violence, nous n'allons nulle part. Nous nous contentons de partir et nous départir du vif au profit du vide, de la rapidité. » Vous qui avez le temps de vos études fait vôtre la devise du Collège Saint-Michel. Nous vénérons les anciens, mais nous sommes de notre temps. Quel est votre regard sur notre monde moderne et sur les défis qu'il doit relever? Et quel sens reconnaissez-vous à ce monde qui est devenu quelque peu déshumanisé? Alors j'ai la chance de vivre encore un travail où justement la lenteur a encore pignon sur rue. Je ne suis pas forcément un nostalgique inconditionnel du passé. Je vis, c'est vrai, je sens que je vis selon une certaine tradition quand même, le fait d'avoir toujours quand même de marcher, de travailler avec mes mains, d'avoir, des fois j'ai un aspirateur, c'est un peu plus moderne, un glouton, mais qui change pas tellement finalement l'essence de mon travail. Et en ce sens-là, je vois bien entendu que le monde moderne a énormément de choses à nous apporter, qui nous facilitent aussi l'existence sur bien des points, et déjà sur le plan, tout le plan de la santé, sur le plan tout simplement de la connaissance. On peut maintenant tellement vite savoir des choses, pas seulement des futilités, mais si on veut savoir vraiment quelque chose d'important, on peut tout de suite regarder sur Google et il y a beaucoup de choses intéressantes que moi j'apprends plus vite qu'avant. Donc il y a une facilité de vie, mais à la fois justement une vitesse des fois qui fait peur. Alors je suis obligée de venir sur un sujet qui va faire grincer des dents, c'est le féminisme. Parce que dans Un couple et 7 couffins, vous parlez énormément de l'organisation de la famille. Dès le début et en totale coordination, nous nous sommes distribués missions et tâches sans jamais plus y revenir d'hésitation. L'un ramènera l'argent du ménage à la sueur de son front et la couleur orange de son pantalon, l'autre gérera et l'argent et le ménage. Je sale quant à moi davantage les trottoirs en hiver que les plats de la cuisinière. Témoignant plus d'appétit que de compétences dans le domaine ainsi que d'une existence jusqu'à présent peu encombrée de casseroles, mon investissement au fourneau est moins glorieux que celui consacré aux langues. La mission des commissions, le ministère culinaire aura été la grande affaire de mon épouse qui demeure encore aujourd'hui prêtresse du sanctuaire et fière de l'âtre, mitonnant repas de communion aux rares holocaustes. Je me situe donc à côté de la plaque, mais pas en subordonné inactif. Bonne pâte pour le rouleau, j'ouvre les pots de confiture, pèle les pommes de terre, mets la table et m'entremets pour débarrasser le couvert, vide et remplis le lave-vaisselle, prépare thé et café et sert le dessert. Modèle qui, direz-vous plus loin, n'a pas été suivi par vos enfants,
qui cependant toutes et tous sont reconnaissants d'avoir bénéficié d'une maman disponible depuis leur sortie du lit jusqu'à l'histoire du soir. Alors, question d'actualité, féminisme, féminité, femme. On parle beaucoup aujourd'hui de la place de la femme dans la société et de celle de l'homme au sein de la famille. Pour vous, Michel Simonet, quelle est la définition des valeurs familiales et quelles sont pour vous les limites d'un féminisme qui serait juste? J'ai aussi écrit dans mon livre en fait qu'on donne un simple témoignage personnel de ce qu'on a vécu, un témoignage de couple où on a été, on va dire, en osmose. Alors moi, je n'ai aucune prétention de dire que ce qu'on a fait, c'est ce qu'il faut faire et puis c'est vraiment la voie à suivre pour tout le monde. C'est vraiment pas ça que j'ai voulu dire. J'ai voulu en tout cas, c'était vraiment le témoignage qu'on s'est dit, on peut vivre une vie de famille avec un papa qui travaille, une maman qui est d'accord. Mon épouse a été vraiment, on a les deux la même formation, les deux employés de commerce. Mon épouse a tout de suite été là, moi je veux rester à la maison. Donc c'était vraiment une volonté. Je suis très peu autoritaire d'ailleurs dans ma nature. Ma femme c'est vraiment elle, on va dire, qui a décidé d'être mère au foyer et qui l'est toujours et qui est toujours heureuse de ça. Maintenant, on vient d'avoir notre 7e petit enfant né le 12 janvier. Donc on a autant de petits-enfants que d'enfants et un 8e s'annonce pour quelques mois. Donc ça commence vraiment beaucoup. Mais mon épouse, elle est heureuse de ça. Mais c'est vrai que pour moi, on a 3 filles et 4 garçons. Mes 3 filles travaillent, ont un métier, les 2 de mes filles sont mamans et elles gèrent complètement autrement leur vie. Elles admirent leur mère, mais elles ne le feront pas comme elle. Et moi, je trouve que c'est même bien parce elles sont, on va dire, féministes, oui. Elles ont, bien sûr, c'est normal. Et d'ailleurs, moi, je suis le premier à me féliciter de tout cet accès aux femmes, au métier, aussi à la vie politique, à la vie sociale. Moi, je suis le premier à applaudir tout ça. Donc, je ne sais pas, les limites d'un féminisme, il faut tout simplement que ça y ait pas la guerre, disons. Qu'on puisse, que les hommes aussi peut-être se féminisent d'une part, comme peut-être les femmes aussi rentrent dans le monde qui a été uniquement généralement masculin auparavant. Donc moi je suis très heureux de cette osmose. Alors nous on a eu cette vie-là qui s'est très bien passée, où je pense nos enfants sont reconnaissants, mais à la fois ils feront autre chose. Alors vous écrivez, si j'ai accepté de tenter l'aventure risquée, quoique progressive, de la famille nombreuse, couplée avec un travail situé au bas de l'échelle, c'est paradoxalement guidé, entre autres lumières, par le phare de cet homme placé au firmament d'un royaume qui agissait avec une conviction, qui ne craignait pas de troubler les crues fertiles du Nil garantissant son avenir de monarque, et ses projets et sa postérité. Un couple et 7 couffins, c'est une histoire d'amour. Ainsi évoquant tout à la fois l'exigence horaire de votre travail et votre épouse, vous écrivez 4h40, le réveil sonne, il sonne trop fort, du moins pour mon épouse. Et depuis tant d'années, et elle me dit d'ailleurs souvent que si une chambre de la maison se libérait suite à l'envol hors du nid d'un membre de notre progéniture, elle s'y installerait, histoire de dormir d'une traite. Envisager de faire chambre à part du lundi au vendredi après 30 ans de mariage, divorce nocturne intermittent. Comment remédier? Lui proposer de se lever aussi pour me préparer le petit déjeuner, pas besoin, pas le temps. Un yaourt et un verre d'eau me suffisent. Prôner l'égalité homme-femme jusque dans les horaires. Et là, je m'arrête. Alors, que pense Michel Simonet de ce propos de Romain Gary dans Europa? Un très grand amour, ce sont 2 rêves qui se rencontrent et complices, échappent jusqu'au bout à la réalité. Vous avez ainsi des couples merveilleux qui vivent côte à côte sans cesser de s'inventer et qui restent fidèles à cette œuvre d'art malgré tous les pièges du tel quel. L'amour pour vous? C'est des choses qui se vivent au jour le jour. Ma femme et moi, nous sommes des gens assez taiseux. On est maintenant très heureux par exemple, nos enfants, on n'en a plus qu'un à la maison. Nos vacances, nos week-ends se passent à 2.
Donc il a fallu aussi se retrouver à deux. Quand on a 7 enfants, eh bien c'est comme 2 murailles qui doivent s'écarter pour laisser la place. Et maintenant, on se retrouve à deux avec toujours le plaisir à être ensemble, même si on n'a pas toujours beaucoup de choses à se dire, mais on est simplement ensemble. On a découvert, ma femme a beaucoup découvert les joies du vélo électrique. Moi, j'ai un vélo encore, j'arrive encore à aller avec un vélo. Alors, on est descendu, on a fait toute la rivière du Tessin cet été. On est parti de Brigue, le Louvnon, et puis après, on est arrivé jusqu'au Pau et on est revenu à Brigue. Et puis, comme ça, on a ce plaisir-là. Donc, c'est un amour physique. et voilà, qui nous fait vivre ensemble depuis bientôt 39 ans. Alors, en forme de titre, une dernière question clôt votre ouvrage. Fin du bal. Et vous posez la question, est-ce fin du bal? Vous offrez au lecteur un magnifique poème intitulé « Arrête ton char ». Adieu Gilbert Bécaud et l'importante Rose. Adieu mon cher Ronsard, il n'y a plus rien à voir. Des souffleuses moroses à la bruyante prose s'occupent du trottoir et balaient le balai, le char à fleurs écloses qui sourit aux passants, lève tôt, couche tard. Appareil, c'est plus cher, vive la mécanique, vive l'odeur des gaz ou la force électrique. Fini le geste simple à l'huile de coude, mouvement périmé dans l'univers fast-food. Tout le monde est content, Fribourg se modernise, mais faut-il pour autant qu'il se dépoétise? Alors, considérant le temps qui passe, qui change aussi le monde, est-ce que la nostalgie est pour vous un sentiment, est-ce que la nostalgie est un sentiment qui vous habite? Et peut-être question, j'espère pas trop personnelle, est-ce que vous avez aujourd'hui tout de même quelques regrets? La nostalgie, quand on est sexagénaire, on en a toujours un peu quand même. Mais j'ai eu cette chance parce que quand on parle de ce poème, moi je l'ai écrit en étant quasiment sûr et certain, il y a de ça justement 7-8 ans, que le travail allait vraiment changer, où j'allais vraiment plus être balayeur, que j'allais devoir monter dans une voiture ou aller, comme certains collègues maintenant sont en train de faire. Enfin, il y a des changements qui se préparent. Moi, je crois que je vais y échapper encore. On me laisse tranquille pour mes 3 dernières années, mais le char est toujours quand même là. Il y a quand même toujours cette façon de vivre. Et là, heureusement, je suis content de ne pas avoir trop de nostalgie. J'aurais eu une grosse nostalgie si vraiment je serais devenu balayeur, on va dire, hors sol. Mais, pardon. Et des regrets. Moi, je dois dire, j'ai vraiment eu tellement de plaisir, enfin, toujours encore maintenant, de plaisir à me lever, à travailler. J'ai professionnellement, familialement, enfin, j'ai pas de regrets. Très peu. Dans le train, j'essaie de me dire, est-ce que j'ai un regret au moins? Non. Non, je suis heureux dans ma vie. Alors avant l'ultime question, l'impossible question, je vous propose, Michel Simonette, des questions simples pour des réponses du tac au tac. Alors, quel a été le moment le plus heureux de votre vie? La naissance de mes enfants. Merci pour madame. Hein? Merci pour oui, madame. de nos enfants, excusez-moi. Le péché capital auquel vous ne savez pas résister. Voilà. Peut-être je répondrai plus tard. S'il ne vous restait qu'une journée à vivre, comment la passeriez-vous? Je pense mal pour commencer. Et après, je crois que je mettrai en ordre mes affaires. J'essaierai de voir les personnes qui me sont vraiment le plus chères. Une convention sociale qui vous agace? Peut-être trop de politesse. Le rêve que vous n'avez pas encore réalisé? J'ai un frère qui vit en Indonésie et je n'ai pas encore été le voir. J'attends la retraite. À qui aimeriez-vous dire pardon? À mes enfants pour mes manquements. Et la chanson qui vous rend heureux? Il y a une chanson qui a été faite pour moi,
C'est une chanson, j'ai eu beaucoup de plaisir. 5 ans après, en 1991, je crois, il y a une dame qui vient avec une cassette et une partition. Puis elle me dit, mon mari est compositeur, moi j'écris les paroles. Et puis on vous a vu balayer et ça nous a inspiré un chant qu'on a appelé Le Balayeur. Vous chantez un couplet? Oui. Une rose à la charrette, je balaie, vos poussières et vos idées, je les balaie, l'air de rien. Par beau temps, par temps d'effervescence, je balaie à vos pieds, poussières ternes et idées vagues, bonbons jetés, et tant de pas perdus. Alors, je la chante de temps en temps. Enfin, elle est en moi, elle me rend toujours heureux. Elle m'émeut un peu. Dans votre ouvrage Une rose et un balai, vous évoquez nombre de personnages, de personnalités rencontrées. Parmi eux, on l'a dit, Pépinot, le célèbre sommelier retraité du boulevard de Pérolle. Vous le définissez ainsi: Italien du Sud qui a adopté Fribourg autant que Fribourg l'a adopté. Quelle aisance dans la parole! Il voit tout de suite qui vous êtes et a les mots justes, personnels et encourageants. Une phrase qui m'est restée: la vie est un cadeau du ciel et quand il ne nous resterait plus rien, nous avons toujours la vie. Considérant le chemin parcouru, ma dernière question, qu'est-ce que le bonheur et qu'est-ce que réussir sa vie? Quand je suis arrivé à Saint-Maurice, j'avais été un peu en avance, alors j'ai lu Nouvelliste. Et puis il parle qui cherche des responsables du bonheur, enfin un nouveau métier, voilà, responsable de bonheur. Ben, pour moi, réussir sa vie, je ne sais pas. Moi, je crois que le bonheur réside surtout dans la simplicité. Il réside dans le fait qu'on ne va pas aller chercher midi à 14h, qu'il faut peut-être faire les bons choix le plus rapidement possible, les choix qui nous sont vraiment, qui nous sont le plus, qui frappent le plus fort à notre porte. Et c'est toujours des choix qui sont finalement, je pense, simples, même si ça demande beaucoup d'investissement ou peu, mais il faut, je crois, rester dans la simplicité. Et moi, en tout cas, la rue a simplifié ma vie, ça c'est sûr. Est-ce que dans le public, quelqu'un voudrait intervenir? Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question? Alors je vais clore, puis les gens viendront vers vous, je pense. À l'issue de cette rencontre, j'aimerais, Michel Simonet, vous remercier du fond du cœur et au nom de tous pour ce moment de partage. À vous donc, jardinier de votre rose, qu'il évoquait en disant « La rose qui m'accompagne chaque jour n'est d'ailleurs pas un emblème partisan, ni un slogan ou une théorie idéologique, encore moins une bannière, même trémière, derrière laquelle se ranger. C'est juste une fleur qui se contente d'être une fleur et qui joue son rôle on ne peut mieux. Trônant sur le char plein de déchets, elle est la promotion de ce dernier qui devient son vase et son réceptacle véhiculaire, la cerise sur le gâteau brunâtre, le petit plus sur le détritus, la richesse d'un pauvre job et la fleur sur son fumier, la fragrance d'un parfum qui prend le dessus, une image de l'homme total capable du meilleur comme du pire. J'offre cette rose. Et presque en écho à vos propos, vous qui confiez la chance, la grâce, le bonheur, j'ai rapidement su où était le mien, on peut trouver tout près ce que d'autres cherchent et découvrent très loin et recevoir ici au lieu de partir à la conquête. J'offre cette page de Jacques Lacarrière qui, comme vous, mais d'une autre manière, a associé l'écriture à la vie et à l'amour et qui écrit dans Sourate: « Tant que je ne connaîtrai pas l'herbe de cette colline,
Il me paraît vain, stérile et inutile d'aller ruminer le monde. Mais pour moi, un seul mot s'associe véritablement au mot herbe, s'associe spontanément, essentiellement, c'est le mot horizon. Herbe de transhumance, herbe des translations, herbe des transmigrations, herbe des transformations, herbe des transfigurations, herbe des transsubstantiations, herbe, source et estuaire de toute errance. Michel Simonet, merci.